Bonjour, chers membres des deux académies, merci de m'avoir invité. Donc aujourd'hui, je vais parler du modèle primate dans les neurosciences actuelles et futures. Et je vais réitérer l'idée que la recherche fondamentale, la recherche chez l'animal est cruciale, est très importante pour comprendre les mécanismes neurobiologiques et le comportement chez différentes espèces vivantes. Alors, bien sûr, la recherche chez les primates, c'est une source très importante d'informations pour les neuroscientifiques en ce qui concerne les mécanismes cérébraux pour différents types de comportements, comme les gestes, les actions, mais aussi le comportement social. C'est aussi l'espèce, l'animal qui cristallise le plus les débats actuellement, même si on a vu avec l'autre orateur, on a vu que c'est l'espèce qui est le moins utilisée en recherche fondamentale et en recherche clinique. En dépit de ça, donc, il y a beaucoup de débats. Alors, je dirais, mea culpa, beaucoup de chercheurs, ils n'ont pas su communiquer peut-être dans le passé, pas parce qu'ils ne voulaient pas être transparents, ils avaient quelque chose à cacher, mais plutôt parce qu'ils étaient pris avec, par exemple, je pense aux neurophysiologistes qui sont là en train d'enregistrer l'activité neuronale lorsqu'ils mettent l'animal dans différentes situations expérimentales. Et c'est clair que il y a eu un manque d'informations que je pense qu'il faut réparer, et c'est vers là qu'on y va actuellement. Et je pense qu'on a fait un bond en avant vers la communication sur la recherche des primates non humains. Alors, permettez-moi de poser cette question. Pouvons-nous avancer donc dans les connaissances du fonctionnement cérébral et ses altérations sans avoir recours à la recherche chez les primates? Je ne parle pas des animaux en général, mais chez les primates. Alors, je vais répondre à cette question avec des faits, pour vous convaincre que la recherche chez les primates, c'est essentiel. Alors, déjà, dans les fin des années 80, et en 93, le labo du professeur Biulac à Bordeaux, il a publié un article dans lequel il décrit l'insertion d'électrodes chez les macaques dans les noyaux sous-thalamiques. C'était un noyau des ganglions de la base et qui était impliqué dans la maladie de Parkinson. Et la stimulation à travers cette électrode, il a provoqué de façon soudaine l'arrêt des tremblements et des dyskinésies qui étaient observés chez l'animal. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Le professeur Ben Abid, il a reconnu tout de suite l'importance de ces résultats et il a cherché à implémenter chez l'homme, chez les Parkinson, donc, cette même technique avec toutes les difficultés, bien sûr, qu'il comportait. Maintenant, cette technique, elle est assez courante, je dirais, et permet aux patients qui ne répondent plus à l'L-DOPA d'avoir une vie normale. Je vais vous présenter une vidéo dans laquelle vous avez ici à gauche les mêmes patients, ces patients en off, c'est-à-dire avec le stimulateur éteint, et à droite avec avec le stimulateur, et à droite avec le stimulateur allumé. Vous allez par vous-même constater les différences. Ne part pas. Vous voyez, avec le stimulateur éteint, eh bien, il est impossible pour les patients de faire n'importe quel geste avec les membres supérieurs, avec les membres inférieurs, chose qui est possible avec la stimulation on. Donc, je dirais que cette situation on-off, c'est quand même assez spectaculaire. Et il a donné de l'espoir à ses patients, il a allongé leur durée de vie, il a allongé leur vie et il a donné en plus une qualité de vie qui est une chose extrêmement importante pour les patients. Ce n'est pas le seul exemple, j'ai deux autres petits exemples que je voudrais illustrer. L'interface cerveau-machine, l'histoire des neuroprothèses,
C'est toujours dans la fin des années 90 que Miguel Nicolelis il a commencé à enregistrer l'activité des neurones dans le cortex moteur et qui a montré qu'avec l'activité de ces neurones, on pouvait instruire des machines pour la saisie d'objets, donc des gestes simples. Avec ces découvertes, on a pu donc créer des interfaces cerveau-machine et permettre à des patients qui sont tétraplégiques de pouvoir effectuer un geste très laborieux, je dirais, bien sûr, mais de porter dans ces cas à la bouche une boisson, une chose que la patiente ne pouvait pas faire depuis de nombreuses années. Donc, vous allez voir dans l'autre vidéo la satisfaction de la patiente après son geste qui est exclusivement piloter ce robot à travers sa pensée. Donc, sa pensée, ça veut dire qu'en fait, il a réalisé son geste. Pour son cerveau, il a réalisé son geste. Troisième exemple, une étude récente qui a été réalisée par une équipe en Suisse en collaboration avec les laboratoires d'Hermann Bézard. Et je remarque que cette étude a été réalisée en Chine. Donc, dans cette étude, les chercheurs ils ont construit à nouveau une interface qui permet de faire un bypass de la lésion spinale. Et donc, ils ont créé, à travers l'activité neuronale corticale, ils ont instruit à nouveau un système artificiel qui pouvait reconnaître l'activité au niveau spinal et donc permettre à l'animal de marcher à nouveau. Donc, cette étude, cette expérimentation n'a pas été faite encore chez l'homme, mais représente quand même un espoir incroyable pour les milliers de personnes qui sont paraplégiques et qui souffrent pas seulement du fait de ne pas pouvoir bouger, mais aussi de ne pas pouvoir, d'avoir aussi des douleurs très importantes. Donc, à la question que je vous ai posée au début, pouvons-nous avancer dans les connaissances du fonctionnement cérébral et ses altérations sans avoir recours à la recherche chez les primates? Eh bien, j'espère que vous allez être avec moi. La réponse est absolument non. Alors, est-ce que peut-être on pourrait penser que la recherche chez les primates pourrait servir à la recherche clinique, c'est-à-dire on pourrait faire une recherche primate non humain à visée exclusivement clinique. Mais je vous rappelle quand même que dans les cas de Parkinson, le but, quand les chercheurs ils ont commencé ce type de recherche, le but ce n'était pas de soigner la maladie de Parkinson, le but c'était de comprendre les rôles inhibiteurs du noyau sous-thalamique au niveau cortical. Ils voulaient comprendre comment les différents noyaux dans les ganglions de la base interagissent entre eux. Et en comprenant l'effet des différents noyaux, de l'activité dans différents noyaux, qui sont arrivés à l'idée que peut-être ils pouvaient être importantes pour, justement, avec les rôles inhibiteurs qu'il y a ces noyaux, pour éliminer les tremblements. Donc, je pense que c'est une illusion penser qu'on pourrait se servir de la recherche clinique simplement avec les primates non humains et faire un bypass donc, de la recherche fondamentale. Je pense que ce genre d'approche, il est voué à l'échec. Mais donc, on parle des primates non humains. Okay? On pourrait bien sûr faire toutes ces recherches chez les rongeurs et chez d'autres espèces. D'ailleurs, c'est fait, exactement. Mais il y a un hiatus phylogénétique entre les rongeurs, par exemple, et l'homme. Okay? Nous partageons 98% du patrimoine génétique avec les grands singes. Okay? Et je vous rappelle quand même qu'entre ça, c'est les macaques qui appartiennent aux singes du vieux monde. Il y a une distance quand même entre les primates non humains qui sont utilisés en recherche et l'homme. Vous avez ici les grands singes qui ne sont dans aucun cas utilisés dans la recherche du laboratoire. Alors, les macaques représentent un modèle intéressant, tout simplement parce que pour nous éclairer sur les mécanismes cérébraux chez l'homme et comment ces mécanismes-là contrôlent les comportements. Je vous rappelle que les macaques ont tous les aires cérébrales pariétales, temporales, frontales qui sont
absentes, enfin, qui sont très réduites chez les autres espèces, ils se rapprochent de celles de l'homme, même si, bien sûr, il y a une expansion cérébrale chez l'homme. Quelques chiffres qui ont été déjà donnés tout à l'heure. À nouveau, les macaques en recherche représentent une quantité infime par rapport aux autres espèces. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a actuellement des réglementations qui permettent de faire ces investigations scientifiques tout en respectant l'éthique et le bien-être animal? La réponse est oui, bien entendu. Il y a la directive européenne qui était déjà citée précédemment. Il y a des comités d'éthique en expérimentation animale qui valident les protocoles sous le contrôle du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Il y a les structures du bien-être animal qui sont mises en place dans chaque laboratoire, dont notre laboratoire, qui compte aussi un vétérinaire à l'intérieur de cette structure. Et il y a aussi, bien entendu, le bureau d'expérimentation animale au CNRS, INSERM et au COA qui supervise la recherche animale dans tous les laboratoires qui relèvent de chaque institution. Il y a aussi, dans un effort de comprendre comment on peut augmenter le bien-être animal et comment on peut partager les différentes techniques pour être les moins invasives, être le moins possible invasives, il y a le GDR Biosimia qui a été construit récemment, qui est un regroupement des acteurs de la recherche biomédicale qui utilisent les primates non humains en neurosciences, en infectiologie, en immunologie. Il y a donc la création d'un centre de ressources, un partage d'expériences, une structuration autour du modèle expérimental primates non humains. Et toutes ces personnes, ils se réunissent au moins une fois par année pour discuter de tout cela. Et bien entendu, je vous rappelle aussi qu'il y a les chercheurs, ils sont soumis à des formations. Ils ne peuvent pas approcher les animaux sans avoir cette formation. Et il y a le centre de primatologie de Rousset, qui est un grand centre dans lequel les animaux ils sont en semi-liberté, et là où on peut aller faire aussi de la recherche comportementale, tout simplement, mais aussi de la recherche biomédicale. Et dans certaines recherches, par exemple, je cite celle de Joël Fagot, où les animaux, ils ont des box, et selon leurs envies, ils vont directement faire des expériences pour avoir des récompenses. Mais c'est eux, un peu comme un travail, on peut dire, c'est eux qui vont décider quand y aller, comment y aller. Donc, je rappelle moi aussi les principes des 3 R déjà mentionnés. Bien entendu, donc, la recherche aussi chez les primates fait un effort notable pour respecter les 3 R, les principes des 3 R, réduction, le moins d'animaux possible. On l'a déjà vu, ils sont assez peu nombreux, les primates non humains de la recherche. Raffinement, amélioration des techniques, bien entendu, et replacement, développement des techniques alternatives. Et une chose très importante, on consacre pas mal de temps à enrichir l'environnement des animaux. Et comme il a dit Joseph Garner de Stanford dans un article qui est apparu sur Science récemment, il a dit si on veut des animaux qui nous disent quelque chose sur ce qui est en train de se passer dans les cerveaux humains, eh bien, il faut qu'on traite les animaux comme on traiterait des individus humains. Y a-t-il un effort de communication et de transparence envers le public concernant les conditions d'expérimentation? Comme je dis au début, effectivement, il n'y a pas eu dans le passé beaucoup d'efforts, mais maintenant, les choses ont changé. Et si vous allez sur le site de la Société des neurosciences, il y a donc la notion de concordat. Tous les différents pays ont signé un concordat concernant l'expérimentation animale, qui se base toujours sur une double affirmation, nécessité de l'expérimentation animale pour la recherche fondamentale et translationnelle, et nécessité que celle-ci soit réalisée dans un environnement respectueux des lois et du bien-être animal. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé en France par l'EARA, un Français sur 2 sont favorables à l'expérimentation animale et à des fins de recherche scientifique et médicale. Donc, lorsqu'on leur pose la question, direz-vous que vous êtes aujourd'hui favorable ou opposé au recours à l'expérimentation animale à des fins de la recherche scientifique et médicale, la réponse est il y a 51% des gens qui sont favorables. Et les gens qui sont favorables, en général, sont des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la couche cadre, donc qui ont un niveau d'éducation supérieur, c'est clair. Lorsqu'on pose la question aux Français,
si l'expérimentation animale est indispensable, okay, pour une large majorité, même si cela est gênant, et ils l'admettent qu'il est gênant, donc on leur pose plusieurs questions, 30% ils disent que ce n'est pas indispensable, 17% ils disent qu'il est indispensable, mais ça les gêne, et 53% ils disent que c'est indispensable tout court. Donc on a 70% des gens qui sont d'accord pour et qui pensent que la recherche animale elle est nécessaire. Et ici, bon, on leur a posé la question de l'adhésion à l'expérimentation animale, on voit bien clairement qu'il est lié au degré d'information que les personnes ont sur cette expérimentation. Alors, je voudrais conclure en disant quel est le rôle pour les modèles primates dans les neurosciences futures. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de macaques qui sont impliqués dans la recherche animale et beaucoup de ces recherches, comme c'était dit pour d'autres recherches, beaucoup de recherches chez les macaques sont délocalisées en Chine. Et il y a plusieurs, je sais qu'il y a, je suis allée l'année dernière à Guangzhou justement, je sais qu'il y a une volonté très importante, par exemple de la South China University, de construire des centres primates, parce qu'ils nous ont demandé directement de les aider à les construire, ces centres primates. Donc il y a une volonté de la part de la Chine de se consacrer à ce type de recherche, parce qu'ils savent que c'est une recherche très importante. Donc, quel est le rôle pour les modèles primates dans les neurosciences futures? Y a-t-il un futur? Bien sûr que oui. Pensez à l'autisme. Pensez-vous que vous pouvez comprendre l'autisme sans la recherche chez les primates non humains? Eh bien, la réponse est non. Vous ne pouvez pas. Autrement, si vous pensez que oui, c'est une simple illusion. Je vais vous faire une petite... Alors, il y a le lancement 4e plan autisme. Nous espérons qu'il y aura des grands financements aussi pour la recherche animale. Je fais partie du panel qui a justement discuté autour de ce 4e plan autisme et j'ai représenté la recherche animale et l'intérêt que cette recherche a pour l'autisme. Dans mon groupe de recherche, on étudie le système ocytocinergique. Le système ocytocinergique, c'est un système important pour notre capacité à socialiser. Dans l'autisme, on sait qu'il y a un problème de socialisation et on voudrait savoir quels sont les mécanismes cérébraux qui sont à la base de ces déficits. Et c'est clair qu'il y a eu, sur le système ocytocinergique, plusieurs recherches chez les rongeurs, mais vous devez penser que, par exemple, si on prend le système ocytocinergique à nouveau, les récepteurs du système ocytocinergique sont distribués de façon différente entre l'homme et les rongeurs, et celui de l'homme, il est très proche de celui du primate non humain. Donc, si on veut comprendre ces systèmes, eh bien, il faut ajouter la recherche sur les macaques. Et voilà, donc je vais vous laisser avec ce toilettage interespèces que je pense. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre exposé. Et on passe aux questions. Donc, Gérard. Et puis, d'accord. Oui, vous avez, madame, plaidé avec beaucoup d'éloquence la question des macaques. Et vous avez évoqué l'autisme, mais sans vraiment dire en quoi le macaque pourrait nous apporter quelque chose, la compréhension de l'autisme, éventuellement la prise en charge de l'autisme. Pouvez-vous en dire un peu plus? Absolument. Absolument. C'est mon thème de recherche. Et donc, par exemple, j'ai dit qu'on étudie le système ocytocinergique. On sait que le système ocytocinergique, il est atteint chez les patients autistes. Okay? Ça, on l'a montré dans un article qu'on a publié en 2010 dans PNAS. Plus récemment, on a étudié l'interaction entre ocytocine et sérotonine. Vous savez que la sérotonine, elle est atteinte aussi, le système sérotoninergique, il est atteint de l'autisme aussi. Les fibres sérotoninergiques, ils sont atteints chez l'autisme. Et donc, on a regardé à comment l'ocytocine module le système sérotoninergique chez les patients autistes. Mais attendez, laissez-moi finir. Donc, on montre que, contrairement à ce qui se passe chez les sujets sains, qui ne souffrent pas,
d'autisme, il n'y a aucune modulation de l'autisme chez les patients autistes. Maintenant, on a effectué une recherche chez les primates non humains pour voir quel est le mécanisme qui atteignent. Et c'est cette recherche chez les primates dans laquelle on montre que l'ocytocine, ce qu'il fait, et qui avait été déjà un peu montré chez les rongeurs, l'ocytocine, ce qu'il fait, c'est que augmente la transmission sérotoninergique. Donc, avec ces résultats, on pourrait proposer des thérapies pharmacologiques différentes pour l'autisme qui sont basées sur l'interaction entre ocytocine et sérotonine. Voici un résultat. Oui, il y a beaucoup de voies ou de chemins pathogéniques et beaucoup de domaines à explorer. Simplement, une dernière remarque. Vous avez rejeté toute expérimentation sur ce que vous avez appelé les grands singes, je préfère qu'on appelle les singes hominiens. Vous avez raison. Et c'est récent quand même cette inhibition, mais il y a quand même, puisqu'on parle de neurosciences et de comportement, d'études de ces grands singes dans leur milieu naturel, quand même nous apprend des choses, sans compter d'autres recherches importantes pour les zoonoses, par exemple. Donc c'est pas aussi, il faut quand même les gens qui vont sur le terrain étudier les grands singes, qui n'interfèrent pas avec leur... Bien sûr. Oui, ben, il ne faut pas les éliminer du champ de la recherche, autrement dit. Non, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à apprendre de l'étude des grands singes au milieu naturel, absolument. Personne ne contredit ça. Mais on ne peut pas se mettre à faire des enregistrements neuronaux chez les grands singes, ça c'est clair. Question de M. Frakowiak. Hello. Le micro ne marche pas. Ça marche mieux, merci. Ouais. Et vu qu'on parlait du comportement humain, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu mets les récentes avancées dans les examens du cerveau humain par les méthodes non invasives, que ce soit l'imagerie, IRM, tout ce qui est tout nouveau par rapport à l'utilisation du singe. Il ne faut pas oublier que le volume du cerveau du singe que tu utilises, le macaque, est très différent que 1,3 kg ou litre qui existe là-dedans. Donc est-ce que tu as un remplacement, un raffinement qui arrive par ces biais-là, ou est-ce que tu penses qu'il y a des arguments qui nous forcent à continuer avec une expérimentation invasive chez le singe? Je vois l'IRM comme une méthode complémentaire d'investigation cérébrale, mais je pense qu'il ne pourra jamais l'IRM supplanter, substituer les enregistrements unitaires ou des populations chez l'animal. Ça, je le pense vraiment sincèrement, parce que je pense à beaucoup de... par exemple, la cartographie qui a été faite du cortex orbitofrontal des face patch, ok? Oui, on a eu des études à l'IRM, mais on ne sait pas exactement. Donc, tout d'abord, on n'a pas la résolution qu'on a avec l'enregistrement de l'activité neuronale. Et après, en enregistrant chez les macaques, on peut avoir différentes situations expérimentales dans lesquelles on peut mettre bien en évidence les différents mécanismes qui sont mis en jeu, chose qui n'est pas possible avec l'IRM fonctionnel. Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, je pense que l'IRM fonctionnel peut aussi informer sur quel type d'expérimentation on peut faire chez l'animal. Je pense qu'il y a un double langage entre les deux méthodes et l'une n'exclut pas l'autre, absolument pas. Alors, Yves Agide, pour une dernière question. De ce côté-ci, à droite. Je profite de la présence d'Angela. Merci pour ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi, mais nous avons travaillé suffisamment ensemble, à la fois chez l'homme et chez le primate, pour savoir que malgré tout, ça s'adresse à l'ensemble de la communauté, que les conditions de vie de ces animaux, dans la plupart des instituts, sauf un certain nombre, tout petit nombre, n'est quand même pas parfaite. Et là, je pense qu'il faut le dire très franchement, en tout cas c'est mon avis, il y a d'énormes progrès à faire. Ce qui m'amène à penser que, c'est une autre remarque, que les études chez le primate du type macaque ne peuvent se faire que pour étudier la physiologie de fonction mentale qu'on ne peut étudier que chez ces animaux parce qu'ils sont plus proches de nous. Je veux parler du langage, de la mémoire, de la stratégie d'action, des perceptions, des mémoires, etc.
Mais je pense qu'il faut vraiment focaliser, c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans votre institut à Lyon. Je pense qu'il y a de l'espace pour s'améliorer, c'est clair. Et si on en discute aujourd'hui, c'est aussi pour augmenter la conscience de qu'est-ce que ça représente cette recherche. Je réitère, c'est un nombre très petit d'animaux. Hein, et on peut s'améliorer sans doute. Hein, et je pense que les GDR et Biosimia, toutes les réunions, les relations que tous les chercheurs travaillant dans ces domaines, en neurosciences, en neurophysiologie, on entretient maintenant, visent justement à améliorer ces états-là. Je suis d'accord, effectivement, que peut-être que dans certains laboratoires, ce n'est pas la plupart des laboratoires que moi je connais, où les animaux, ils sont pas dans des cages individuelles, mais ils sont dans des volières où il y a un environnement qui est enrichi, qui sont ensemble, en couple ou à plusieurs, et donc ce n'est pas les conditions dont tu es en train de parler.